Le 7 octobre, comme pour tellement de gens, a été un traumatisme énorme. Et les premières semaines, je ne pouvais vraiment rien faire à part voir les nouvelles, écouter tout, entendre tout, voir tout. C'était mon devoir en tant que citoyenne d'écouter les témoignages. Et je n'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et surtout, je me disais, il n'y a pas de place pour de l'art, c'est pas possible. Elle s'appelle Ariane Littmann. Elle est artiste multidisciplinaire, peintre, vidéaste. Elle enseigne également au Merkaz Academia à Rav Troumi de Jérusalem, le design industriel. Elle fait des créations absolument incroyables et depuis le 7 octobre, elle n'a eu de cesse d'essayer de dire l'indicible à travers ses œuvres. On a le plaisir et la chance de l'avoir avec nous. Ariane Littmann, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Vous avez déjà commencé à présenter vos œuvres que vous avez créées pendant ces 2 dernières années parce que vous ne pouviez pas faire autrement. On va les voir dans une exposition qui s'appelle Ve'ulai. Et donc on peut aller voir vos œuvres, Galerie Agrippas 12, donc à la même adresse, au 12 Rehov Agrippas, jusqu'au 24 janvier. Alors Ariane, j'ai eu la chance de voir votre travail. C'est vraiment saisissant, c'est bouleversant. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y a une de vos œuvres qui est juste derrière moi. On comprend tout de suite à quel point c'est pas évident. Alors d'abord, je vais commencer par le début. Pourquoi vous avez appelé cette exposition, votre exposition, Ve'ulai ? Alors d'abord parce que une des œuvres principales de cette exposition est le film que j'ai fait avec les mères endeuillées, dont je parlerai après. Et c'était autour de la Kinneret. Et en travaillant sur la Kinneret, j'ai écouté beaucoup de chansons. Et une des chansons était la chanson de Rachel Ameshoreret, la poétesse, et qui a une chanson tellement touchante qui s'appelle Ve'ulai, and maybe, et peut-être. Et je me disais que depuis le 7 octobre, j'ai tellement de fois été dormir en me réveillant le matin. Je voulais imaginer que la réalité dans laquelle nous étions ne s'était pas passée, ne se passait pas, que c'était juste un cauchemar et qu'on allait se réveiller vers une différente réalité. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et c'est quelque chose qui m'a porté ce sentiment terrible, et j'ai tout le temps pensé aux parents, aux mères, aux pères, à nous, en tant que nation, en train de vivre ce drame, ce traumatisme énorme, à tous les niveaux. Et je me suis dit que j'aimerais que cette exposition qui contient toutes les œuvres que j'ai faites, dès que j'ai pu sortir de mon studio, peut-être il y avait quelque chose que je pouvais rajouter en essayant de soigner, de faire un tikkun, de faire un ripouille. Et donc, c'était une des raisons aussi pour laquelle, tout à coup, j'ai décidé d'appeler l'exposition avec ce nom, Ve'ulai. Alors, vous parlez de tikkun, de ripouille, de réparation, de soins. Et c'est tout à fait logique puisque votre matériel principal, lorsque vous faites des toiles ou peu importe vos réalisations, c'est des bandages. Alors, comment vous avez décidé d'utiliser, et ça depuis déjà plusieurs années, la gaze comme matériel ? C'est saisissant quand même. Eh bien, effectivement, ce n'était pas quelque chose que je savais que j'allais faire ou que j'utiliserais même. Mais en 2009, ma fille qui était en Kita Daled, et elle a été au Tsofim, au scout, elle a été blessée, brûlée. C'était son premier voyage à l'âge de 9 ans. Ils étaient à Engedi et il y a eu une erreur d'une des monitrices et une casserole pleine d'eau
brûlante avec de l'huile est tombée sur ses jambes et elle a été brûlée au 3e degré. On a dû aller la chercher, l'emmener à l'hôpital. Elle a dû avoir des greffes de peau. Elle a dû avoir, avant les greffes de peau, des soins extrêmement douloureux qu'on donne aux grands brûlés. Et elle a été avec des bandages de gaz depuis le début, qui la faisait extrêmement souffrir. Ouais, c'était ça le soin. C'était ça le soin. Elle devait être soignée. On devait lui mettre ces bandes de gaz autour des jambes. Et pendant 1 an, j'ai dû la soigner aussi de cette façon. Et c'était un matériel qui est devenu une partie de ma vie, de notre vie, de la vie de la famille. Et de façon assez naturelle, j'ai décidé de prendre ces bandes de gaz que je commande à une organisation qui les vend aux hôpitaux. Et c'est devenu le matériel de mon travail parce que j'ai ressenti aussi que je voulais parler de la blessure, la grande blessure en Israël, du conflit avec les guerres. On parle de 2009, je veux dire, ça n'a pas arrêté. Et donc, de façon assez organique, ces bandes de gaz sont devenues quelque chose que j'utilise pour recouvrir mes toiles, pour recouvrir des cartes cartographiques, pour bander des sculptures, faire des projets un peu dans tout Israël, enfin à Masada, toutes sortes d'endroits. Un vieil olivier mort qui était au Marsom Chizmeh, à l'époque, en 2011, a été un de mes premiers grands projets où j'ai bandé un arbre, un olivier qui était mort. Et c'était vraiment, ici on pense que l'olivier est le symbole de la paix, donc c'était vraiment essayer de faire quelque chose. Et très souvent, c'est un peu dans le théâtre de l'absurde, parce que ce que je fais sont des petites actions, mais finalement, à quoi ça sert? Ouais, mais ça sert parfois, justement, l'art, ça nous a tellement manqué pendant ces 2 ans. Ça sert à exprimer des choses qu'on ne peut pas verbaliser. C'est ça la force d'un artiste. Et quand on voit les toiles que vous faites avec le drapeau d'Israël qui est à la base, qui est rouge sang, qui est bandé, on comprend voilà, ce qu'on a passé. Puis il y a aussi vous utilisez aussi le jaune parce que vous faites référence aux otages, mais vous avez commencé avant la guerre à utiliser cette carte d'Israël et ce matériel-là. De toutes les façons, oui, ça fait longtemps que j'ai utilisé et des cartes d'Israël, différentes cartes, et aussi cette couleur. La couleur, c'est une couleur d'encre sénélier qui s'appelle rouge sanguin, sanguin. Et j'ai commencé à utiliser cette couleur avant le 7 octobre dans mes toiles, dans les supports que j'utilisais. Et c'est devenu, avec la guerre et le développement de la guerre, c'est-à-dire si mes premiers drapeaux étaient le drapeau blanc avec la cicatrice au milieu, en mars 23, quand je pensais qu'il y avait cette cicatrice à l'intérieur même de notre nation. C'est avec les manifestations contre la réforme judiciaire. C'est ça. Et quand je voyais les différentes manifestations qui venaient une heure après l'autre, mais elles avaient les mêmes drapeaux. Les drapeaux ne changeaient jamais. Les slogans changeaient, mais le drapeau était toujours là. Chez tout le monde. Chez tout le monde. De tous les bords. De tous les bords. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le premier drapeau que j'ai pris, c'était le drapeau que j'ai simplement recouvert de gaz avec du plâtre. Et j'ai créé cette ligne, cette suture que j'ai cousue rouge. Mais petit à petit, les drapeaux que j'ai ramenés sont devenus de plus en plus rouges. Et aussi, il manquait une partie parce que les Khatoufim étaient là-bas. Les otages étaient loin et on souffrait tellement de ne pas les avoir avec nous. Et pour moi, c'était une partie de la nation
n'étaient pas avec nous manquaient. Et aussi, bien entendu, tous les soldats, les morts et toute la souffrance qu'il y a eu. Et bien sûr, le 7 octobre. Donc, les drapeaux, comme symbole, est devenu de plus en plus rouge, malheureusement. Vous avez des œuvres aussi très rouges où il y a écrit le 7 octobre 2023 comme un espèce de mantra. Alors oui, le 7 octobre, comme pour tellement de gens, a été un traumatisme énorme. Et les premières semaines, je ne pouvais vraiment rien faire à part voir les nouvelles, écouter tout, entendre tout, voir tout. C'était mon devoir en tant que citoyenne d'écouter, d'être witness, d'écouter les témoignages. Et je n'étais incapable de faire quoi que ce soit. Et surtout, je me disais, mais il n'y a pas de place pour de l'art, c'est pas possible. Comment l'art, qu'est-ce que l'art peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a pas de mots. Voilà, il n'y avait pas de mots, j'avais pas de mots, je n'étais pas capable. Et seulement après 1 mois et demi, je suis retournée à mon studio et j'avais des bols médicaux, anciens, vintage, qui m'avaient servi pour un autre travail auparavant. Et j'ai commencé à écrire sans trop... Disons, ça venait de l'intérieur de moi-même parce que c'était comme si moi, j'étais le 7 octobre. C'est comme si j'avais tellement en moi tous ces cris, toute cette douleur de nous tous, de tout ce peuple, que la seule chose que j'ai pu faire était d'écrire 7, 10, 23, 7, 10, 23 sur 13 bols, à l'intérieur, à l'extérieur. Ça m'a pris 1 an. Et chaque fois que j'écrivais 7, 10, 23, pour moi, je pensais à quelqu'un, ou c'était quelqu'un qui était mort pendant cette période des 2 ans de guerre. Et c'était à la fois quelque chose de tellement difficile parce que c'est être à l'intérieur de la souffrance et pas en sortir, pas regarder ailleurs et s'imprégner de tout ça pour être capable de faire quelque chose. Et de façon paradoxale, c'est ce qui m'a permis peut-être d'une certaine façon de survivre à tout ça. Et aussi, ça a fait écho, ça a résonné avec les bols d'incantation de l'époque babylonienne, où très souvent, c'était des femmes qui écrivaient des mantras avec des fois des dessins de démons, et c'était pour chasser les démons. Donc c'était pour moi, sans même que je le sache, c'était une façon de chasser la barbarie du 7 octobre. Mmh. Et je pense que c'était quelque chose qui est venu, je ne connaissais pas les bols d'incantation, c'est quelque chose qui est venu, que j'ai fait et qui représentait quelque chose. Et donc, c'est un travail très puissant et qui a été exposé et qui va être exposé dans d'autres venues, dans d'autres expositions. Alors justement, quand on parle de votre exposition, je rappelle l'adresse, Agrippas 12 à Jérusalem, qui se déroule en ce moment, quand on passe les toiles, on passe ces bols, il y a tout un tas de cartes, etc. On arrive après dans une autre pièce où on voit un film. Et là, le contraste est saisissant parce que c'est comme quelque chose de... Même si c'est douloureux, c'est tragique, mais les images sont tellement belles, c'est tellement des plans tellement incroyables du nord, de la Galilée, du nord du pays en fait. Et donc c'est tout blanc, bleu, etc. Et ça fait un contraste avec le rouge, avec on va dire la violence un peu de ce qu'on a vu avant. Et on voit ces femmes qui sont dans ce film, parce que vous avez voulu rendre hommage en tout cas aux femmes. C'était important pour vous, ça, de mettre les femmes en avant? Tout d'abord, c'est pas quelque chose non plus que j'ai réalisé tout de suite. Vous savez, quand on fait quelque chose, ouais, on ne sait pas. D'abord, on vit dans un monde d'associations et d'intuition aussi. Donc, on travaille beaucoup, moins avec la tête et plus avec les sentiments. Mais au sujet de ce film, je veux dire, ce film, il est beau, mais il est douloureux et je vais expliquer aussi pourquoi. Ce film, finalement, j'avais rencontré la commissaire du musée Yigal Allon,
qui était venue dans mon studio au milieu de la guerre. C'était en décembre 24. Et elle est sortie de mon studio, elle m'a appelée sur le chemin de retour. Et elle m'a dit, Ariane, j'aimerais que tu fasses un film sur la Galilée blessée, parce qu'elle avait vu les autres films que j'avais faits au cours des années. Et je lui ai dit, d'accord, je prends toujours des challenges et sans savoir où je vais aller. Et donc, j'ai été voir le musée. Et j'ai vu que le musée était au bord de la Kinneret. Et donc, je me suis dit, je n'ai pas allé plus loin que tout autour de la Kinneret parce que je voulais chercher les blessures de guerre qu'il y a. Et il y en a tellement autour de la Kinneret. Donc, quand vous me voyez marcher tout autour, je m'arrête chaque fois à des endroits très spécifiques qui portent un souvenir, des traces, des résidus de destruction, comme par exemple la Bet Knesset, la synagogue extraordinaire du IVe siècle, qui est devenue la synagogue principale après la destruction du deuxième temple. Et elle est au-dessus de la synagogue de Jésus. Par-dessus, elle a été construite par-dessus. Et elle est extraordinaire. C'est une des plus belles. C'est magnifique. C'est une des plus belles. C'est détruit, mais on imagine la magnificence. Ouais, et puis, quand on va là-bas, quand on va là-bas, il y a les petits morceaux de papier, comme dans le kotel, qui sont mis dans la pierre là-bas. C'est-à-dire, c'était vraiment quelque chose de très important. Et je me promène tout autour de la Kinneret en pensant aux miracles qui ont eu lieu. Ça va de nouveau dans le sens du healing, de la reconstruction, du tikkun possible, dans l'espoir qui est ce tikkun possible. Et un des endroits frappants, qui m'a frappée quand j'ai fait tous mes voyages, c'était d'aller à Engev et de voir la sculpture de Shana Orlov de 1952, mère et enfant, Mother and Child, ou Mother and Son, qui a été créée donc en 1952 pour la communauté, le kibbutz de Engev, qui avait perdu tellement de ses pionniers et de sa population en 1948. Et spécifiquement, c'était à la mémoire de Hannah Tuchman Adlerstein, qui était une pionnière, une combattante, une mère, qui était enceinte et mère de 2 enfants, et qui a refusé de quitter Engev en 1948, qui s'est battue et qui est morte des mortiers syriens. Et donc, Hannah Orlov décide de lui rendre hommage. Et c'est un des seuls, ou peut-être le seul, mémorial à une mère, à une femme aussi qui était une civile, c'était pas une soldate. Et donc, en voyant ça, j'ai compris. Israël, ça veut dire. En Israël. Il n'y a pas d'autre monument qui honore une femme. Non. Et donc, en voyant ça, j'ai compris que je voulais faire quelque chose en hommage aux femmes, aux mères, les mères de nos soldats, les mères de nos khatoufim, les mères d'enfants en bas âge, des soldats en milouim, et que je voulais dans mon travail faire quelque chose et parler justement d'abord de 2 mères qui sont dans le film Sans lettres, Hannah Orlov, une sculptrice israélienne et française, dont le studio avait été détruit par les nazis et qui avait fui en Suisse et qui était revenue en Israël. Elle est morte en Israël, mais qui a fait de très belles sculptures de mères et enfants, et aussi la sculpture de Ben Gurion. Et donc, elle est là dans le film, et Hannah Tuchman, qui est décédée, qui est morte, tuée en 1948. Et je me suis dit que cette sculpture devait donc être bandée avec de la gaze. Mais j'ai compris aussi que ça ne pouvait pas être moi qui pouvais faire ce travail. Et donc, tout de suite,
j'ai pensé à mon amie Liat Friedman, une proche amie qui a perdu son fils le 18 novembre 2023 à Gaza. Et j'avais été à son enterrement, à la Shiva, et ça avait été une très grande douleur personnelle. Et je l'ai contactée et je lui ai dit aussi, je lui ai demandé à connaître la mère du commandant de Shahar, qui était Jamal. Shahar Friedman, donc son fils. Shahar Friedman, son fils. Et j'ai demandé à connaître Laila Abbas, la mère de Jamal Abbas, qui était le commandant de Shahar. Et Shahar était le Kachar, je ne sais pas comment on dit. Kachar. Il faisait la communication, ouais, voilà, c'est ça. Donc ils étaient tout le temps ensemble et ils se sont battus ensemble le 7 octobre contre le Hamas. Et ils se sont battus et ils sont rentrés à Gaza. Et le 18 novembre, ils sont tombés tous les deux ensemble en essayant de sauver des soldats d'un autre bataillon. Ils étaient dans le bataillon Me'averad des paratroopers. Voilà. Et donc, je les ai contactées, elles ont accepté. Et c'est elles qui sont dans le film. Et c'est elles qui sont dans le film. Ouais, Ces deux femmes extraordinaires. Et je dois vraiment dire que autant... Ces femmes qui avaient perdu le plus cher, elles avaient tellement de force qu'elles m'ont donné cette force également. Rien qu'à les voir, comment elles se tiennent, comment elles sont dans la réalité de leur vie, ça a été toujours pour moi une leçon. Et pas seulement ces mères, toutes les mères qu'on a vues au cours de toute cette guerre terrible. Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment, c'était un hommage que je voulais rendre aux femmes, aux mères, aux sœurs, aux épouses, aux fiancés, à toutes, exactement. Ouais. C'est vraiment une très très belle exposition, franchement. Bon, c'est pas parce que vous êtes là, mais je vous le dis, c'est émouvant, ça prend au trip à la fin du film. Vraiment, on a les larmes aux yeux parce que c'est sans dire, c'est sans parole, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et pourtant, ça nous touche de plein fouet. On voit la beauté d'Israël, en même temps la tragédie qu'on a tous vécue. Et je voulais vraiment vous mettre à l'honneur. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vous avez encore le temps jusqu'à la fin du mois d'y aller. Je voulais juste rajouter une petite chose. D'abord, les prises de vue sont extraordinaires parce que c'est un vidéaste avec un drone qui prend des superbes vues. Et puis j'ai une autre vidéaste, cinéaste extraordinaire, Toulik Galon. Et puis il y a la musique exceptionnelle de Marcel Opilewski, la musique originale qu'il a créée pour le film. Et puis bien sûr, je travaille avec énormément de gens. La monteuse est incroyable. Et donc, quand on fait c'est toute une équipe. Exactement. Quand on fait un film, c'est toute une équipe. Et je veux remercier de nouveau toute l'équipe et tout le monde. C'est tout à votre honneur. En tout cas, Ariane Littman, vraiment, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci. J'espère qu'on vous aura donné envie d'aller plus loin et d'aller voir par vous-même. Parce que quand on voit une œuvre, c'est bien d'en parler, c'est bien de la voir en vidéo, mais quand on la voit en vrai, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Il faut le préciser. Aujourd'hui, on est plus habitué, on scrolle, mais il faut faire l'effort aussi. Et c'est le moment de soutenir nos artistes. Ils en ont bien besoin. Ça a été dur de travailler pendant ces 2 dernières années. Donc vraiment, c'était aussi pour ça qu'on voulait vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Merci beaucoup, Ariane. Merci.